Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire sur les appels à projets européens en cascade funding. Je suis donc Thierry Louvet, directeur Europe international au pôle de compétitivité systématique, et donc c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter ce webinaire, et j'aurai également le plaisir d'accueillir à la fin de cette heure qu'on va passer ensemble, deux témoignages de deux PME qui ont bénéficié de ce type de dispositif sur deux projets européens assez différents, vous allez le voir, parce que c'est ce qui caractérise d'ailleurs les appels à projets en cascade funding, c'est finalement leur grande diversité, même si c'est un cadre juridique qui est assez précis, assez spécifique. Peut-être avant de démarrer et entrer dans le vif du sujet, préciser peut-être quelques règles par rapport à cet outil Livestorm. Il y a un chat qui est plutôt pour échanger entre vous. Alors, il y en a un avec un onglet spécifiquement pour les modérateurs, pour les intervenants, et un autre pour vous, pour donner des informations en termes de si vous avez des problèmes pour entendre, ou si vous avez des questions plus d'ordre technique. Et s'il vous plaît, merci d'utiliser l'onglet plutôt questions, hein, qui est c'est l'onglet qui est en bas à droite de votre écran, pour nous poser des questions. Donc, n'hésitez pas à le faire au fil de l'eau. Si on n'a pas le temps d'y répondre pendant le déroulé du webinaire, on garde vos questions et on y répondra après. Et surtout s'il y a des choses un peu spécifiques ou des choses confidentielles que vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas surtout à le faire à travers l'onglet questions. On fera un plaisir d'y répondre, soit dans la foulée du webinaire, soit après. Et puis, préciser donc que ces webinaires, ça c'est important, ils sont enregistrés. Et ils vous seront proposés systématiquement en replay, hein, dans la foulée du webinaire. Donc dès qu'on aura terminé, en fait, vous aurez un nouveau lien pour réécouter le webinaire. Et c'est le cas évidemment de tous les webinaires qui vous sont proposés dans le cadre de ces 3 journées, puisque ce webinaire fait partie d'une série de webinaires sur des sujets très divers. Et celui-là, c'est en fait le premier webinaire vraiment Europe de la convention systématique qui s'appelle donc SODIPTech. Alors pour commencer, ce webinaire donc sur les appels à projets européens en cascade funding, je voudrais peut-être commencer par vous présenter l'équipe Europe au sein du pôle. Et comme Emmanuel est visible, du coup je vais commencer par elle. Donc Emmanuelle Calran, donc, qui est notre référente communication dans les projets européens du pôle. Donc c'est elle, et je le remercie, qui a supervisé l'organisation notamment de ce webinaire et des webinaires qui vont se succéder aujourd'hui sur la partie Europe de systématique. Et donc, Emmanuel est évidemment très au fait de la façon dont on communique sur les projets européens, comment on poste l'information sur notre site web, et également dans les projets européens eux-mêmes, au sein de l'équipe. Donc, équipe que j'anime, alors avec même si on essaie d'être tous polyvalents, parce qu'on est quand même une petite équipe au sein de Systématique, avec des spécificités sur certains projets, que je mentionne ici, DH4AI, le DIH, DigiHall et ADMA Transformers. Et puis, par ailleurs, donc, on accueille au sein de l'équipe Europe une alternante, Lucie Xiberas, donc, qui est en master franco-allemand à Strasbourg, et qui nous aide, donc nous appuie sur les projets européens, et notamment dans le cadre d'une cartographie qu'elle travaille à l'occasion de son alternance. Et puis deux autres personnes qui sont au sein de l'équipe Europe, donc Léo Benedetti, qui a préparé ce webinaire, et notamment la présentation que je vais vous faire juste après. Léo est chef de projet européen, et il suit plus particulièrement deux projets dont on va parler aujourd'hui, Security et EU Alliance. Et Alain Dinis, également chef de projet européen, et Alain est plus particulièrement responsable de deux autres projets, d'ailleurs, où vous trouverez du cascade funding, ADMA Transformers, qui fera d'ailleurs l'objet d'un webinaire
à 18h ce soir, et je vous invite à le suivre si vous n'êtes pas déjà inscrit. Et un autre projet qui s'appelle Reach, qui traite du traitement des données et de l'accélération des startups dans le domaine de la donnée. Donc voilà pour l'équipe Europe. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un mail générique. Peut-être Emmanuel, tu peux peut-être le mettre dans le chat, un mail générique pour l'équipe Europe. N'hésitez pas à nous contacter sur ce mail-là si vous avez des questions d'ordre général, et en fonction des sujets, on les dispatchera au sein de l'équipe. Alors, petit rappel de ce que sont les projets européens dits cascade funding, ou en français financement en cascade. Alors, il y a un terme juridique qui encadre en fait ces cascade funding. Le terme officiel au sein de la Commission européenne, c'est le FSTP, Financial Support to Third Parties. Bon, en fait, de quoi s'agit-il? C'est en fait, depuis plusieurs années, la Commission européenne a souhaité, à travers des projets européens qu'elle finance par ailleurs, donner la possibilité de redistribuer, donc au sein de ces projets, de redistribuer des subventions. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une forme de délégation qui est donnée par la Commission européenne aux consortia qu'elle finance à travers un certain nombre de projets. Alors vous les voyez mentionnés ici, alors c'est des programmes, COSME, Horizon Europe, qui est le programme de financement global de la Commission européenne, Erasmus, et puis également Digital Europe. Et chacun de ces programmes ou de ces sous-programmes, en fait, lance des appels à projets, des open calls, dits compétitifs, donc avec un système de candidature, et donc qui résulte en fait dans la possibilité d'obtenir des subventions, ce qu'on appelle des mini-grants. Mini parce que c'est évidemment des montants qui sont pas les mêmes que les projets eux-mêmes. Certains sont de plusieurs millions d'euros, mais la part qui est consacrée aux open calls peut être conséquente. Si on prend le cas d'un projet comme RIMA, par exemple, la moitié du budget de RIMA est consacré aux open calls. Et alors évidemment, réparti sur 25 pays, plus les pays associés, ça fait des petits montants, mais ça peut aller jusqu'à 100, 150, 200 kilos euros par projet. Donc, c'est pas négligeable, et ils sont souvent plus souples, plus accessibles, on va dire, que les grands projets européens de type Horizon Europe. Voilà. Et ça peut être aussi, d'ailleurs, pas forcément de la subvention, mais aussi des programmes d'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, la Commission européenne finance ce qu'on appelle des vouchers, et donc il y a une gratuité totale dans l'accompagnement. C'est le cas, par exemple, on en parlera tout à l'heure, d'Adma Transformers et du webinaire qui traite spécifiquement de ce projet ce soir. Alors, je vais commencer d'abord par vous présenter donc un certain nombre de ces projets européens dits à cascade funding. Le premier d'entre eux, c'est Security. Alors, Security, en fait, c'est un projet, comme son nom l'indique, qui traite de cybersécurité, et il couvre en fait trois sous-domaines. La sécurité des infrastructures sensibles, la sécurité des espaces publics, notamment lors de grands événements, typiquement les Jeux Olympiques, c'est d'actualité, sportifs ou comment dire, spectacles, etc. Et puis également la prévention face aux catastrophes naturelles, et là aussi c'est un sujet d'actualité. Alors, Security a mis en place, parce que c'était une précondition de la tenue de ce projet et de son déroulé, des open calls, des appels à projets ouverts. Et il en a lancé deux. Un qui a été lancé l'année dernière, en 2022, et un qui a été lancé en début 2023, qui s'est clos d'ailleurs cette année, et qui résulte par le financement d'une vingtaine de projets par open call, avec une distinction qui est faite entre ce qu'on appelle des projets de type prototypage et des projets de type démonstration, en fonction du TRL de fin de projet.
Alors, je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail de ce que signifient ces termes, mais moi, je vous invite vraiment à aller regarder le site de l'appel du projet Security et de voir notamment les appels à projets qui ont été financés et évidemment d'écouter le témoignage que vous entendrez tout à l'heure de Mithril Security, donc qui est une entreprise membre de Systematic et qui a candidaté au premier Open Call Security et qui a été financé dans le cadre de ce premier Open Call. Le deuxième appel à projet dit en cascade funding dont je voulais vous parler, alors le fil est très différent parce qu'il n'y a pas en dehors du défraiement sous forme d'un travel voucher qui est fait. En fait, ce projet, donc EU Alliance, il est ce qu'on appelle il s'inscrit dans un programme qui s'appelle COSME et qui vise notamment à travers un regroupement de clusters européens. Donc, nous, Systematic, on est partenaire de ce projet, mais il est coordonné par un autre pôle de compétitivité français qui s'appelle Techterra, qui est basé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il vise en fait, alors c'est pas le seul, mais de ce type-là, mais il vise à soutenir l'internationalisation des PME européennes dans les domaines où dit des technologies, des marchés à double usage et concerne notamment les domaines du textile technique, de la connectivité et des matériaux avancés. Donc le principe, c'est qu'en fait, ces projets dits de type Go Cluster internationaux, en fait, visent à donner la possibilité d'abord en priorité aux membres des écosystèmes qui sont dans ce projet. Donc, en l'occurrence, ça a été le cas pour les membres de Systematic, de pouvoir en fait candidater à des missions qui sont gratuites. Elles sont financées par l'Union européenne. Ça se fait à travers, alors on parle d'un mécanisme de cascade funding parce que ce sont des open calls, donc il faut candidater, mais l'acte de candidature est extrêmement léger et il vise en fait à permettre aux entreprises qui sont prioritairement membres des clusters qui participent au projet à participer à des missions de type mission d'affaires, en l'occurrence dans 4 pays qui avaient été définis dans une phase préalable de EU Alliance qui s'appelait Alliance ou Alliance. Et vous voyez sur la planche donc les 4 pays qui avaient été définis comme étant pertinents pour les marchés de technologie duale, sont les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Indonésie. Donc, ils se sont succédés au cours de l'année 2022 et 2023. Systematic, nous, on a été plus particulièrement en charge de 2 missions, une en l'occurrence l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Et pour chacune de ces missions, donc, on a formé 4 délégations, une douzaine de PME, alors qui brassent des entreprises donc de tous les clusters qui sont partenaires d'EU Alliance. Et en dehors du fait que ces missions sont gratuites, donc on propose aussi alors un défraiement sous forme de travel voucher de 2 000 € qui couvre une partie des frais de déplacement. Pour information d'ailleurs, Security comme EU Alliance, ces projets, alors EU Alliance se termine d'ailleurs cette année, puisqu'il s'est clos avec la dernière mission, en l'occurrence celle au Canada, et on est en phase là d'évaluation, enfin d'évaluation et des projets, des résultats du projet qu'on va présenter à la Commission européenne. L'appel à projet suivant, enfin l'open call suivant, il s'appelle Reach. Alors là aussi, c'est pour vous montrer encore une fois la diversité de ces open calls parce qu'ils sont vraiment spécifiques à chacun des projets et ils s'inscrivent vraiment dans des objectifs. C'est pour ça qu'il faut vraiment les regarder vraiment un par un. Même s'ils reposent sur le même principe d'acte de candidature, ils ne proposent pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes enjeux, évidemment, et ils ne répondent pas aux mêmes besoins.
et aux mêmes objectifs qui sont fixés. Parce qu'encore une fois, chacun de ces projets fixe à travers ces open calls des objectifs bien spécifiques. Security, c'est pour faire avancer évidemment la diffusion des technologies de cybersécurité en Europe, en faisant en sorte qu'elle se fasse dans un contexte européen. EU Alliance, vous l'avez compris, c'est pour internationaliser les PME européennes dans des marchés, dans des pays tiers. Et là, pour le cas de Reach, en fait, c'est un incubateur virtuel qui vise en fait à donner l'opportunité à des startups et des PME européennes à en fait développer des démonstrateurs et finalement des projets d'entreprise quelque part autour de la donnée. Et donc le but du projet, c'est de donner accès. Alors l'open call étant ouvre plusieurs aspects. Par exemple, il peut donner accès à des jeux de données. Alors, certains des partenaires du projet proposent des jeux de données donc dans le cadre de ces open calls, afin de permettre à des entreprises en fait d'utiliser ces jeux de données et de développer des projets d'entreprise, des démonstrateurs qui, in fine, et c'est ça l'idée de Reach, de cette incubation dite en entonnoir, d'aboutir à un produit qui sera prêt à être mis sur le marché. Donc finalement, l'objectif du financement, et il est en étapes successives, hein, comme vous pouvez le voir, avec des phases qui sont, une fois l'évaluation et la sélection faite, une phase dite d'exploration, puis d'expérimentation, évolution et dite d'exposition, puisque l'idée derrière, c'est de pouvoir donner de la visibilité finalement à des startups et des PME qui sont dans le domaine de la donnée, pour pouvoir avoir une plus grande facilité d'accès au marché et au financement. Donc c'est un financement qui peut aller jusqu'à 120 kg €. Et tout ce qui est important, c'est qu'il y a un programme d'accompagnement. Il y a un mentoring qui est proposé, et c'est l'intérêt de ces projets européens, c'est que au-delà du financement lui-même, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement structuré. Et là aussi, ça répond aux objectifs qui sont ceux du projet en propre. Et c'est pour ça que chacun de ces open calls ou de ces projets dans lesquels il y a des open calls, il faut vraiment la regarder dans le détail et comprendre ce qu'ils visent pour que quand vous répondez, ne pas, entre guillemets, répondre à côté et d'essayer vraiment de répondre aux objectifs du projet lui-même. Alors ça demande un petit peu de temps, et là, nous, on est là pour vous aider justement à les décrypter, parce qu'il y en a beaucoup. On peut passer beaucoup de temps. Les projets européens, ils sont très nombreux, les open calls aussi. Et je précise d'ailleurs que dans l'équipe, Léo Benedetti est particulièrement en charge de la veille, parce qu'on est bien conscient que pour les PME et les membres du pôle en général, c'est très chronophage de suivre tout cela, et donc un des services qu'on vous offre, c'est de faire ce travail de veille qui est assez fastidieux, et nous on ne sélectionne que ceux qui nous paraissent pertinents pour l'écosystème. C'est d'ailleurs pourquoi sur le site de Systématique, quand vous allez sur le site dédié aux appels à projets, on met à chaque fois, on les tag en fonction des hubs et des enjeux qui sont concernés. Donc on essaye de faire en sorte que ce soit tagué vers le hub. En l'occurrence, celui-ci était plus dédié au hub DSI, Data Science and AI. D'autres couvrent plusieurs hubs, plusieurs enjeux. Donc encore une fois, parce qu'ils sont très nombreux et très multiples, n'hésitez pas à regarder notre site web, et n'hésitez pas surtout à nous solliciter. Quitte à ce qu'on passe un quart d'heure, 20 minutes ensemble à décrypter l'appel à projet pour voir, voilà, est-ce qu'il est fait pour vous, est-ce que vous êtes éligible. Ça vous évite de vous lancer dans un travail, même s'il est plus léger qu'un appel à projet européen classique. Le temps est compté, et donc notre ambition, c'est de vous en faire gagner et de ne pas vous en faire perdre, en l'occurrence.
Alors voilà, je finis avec Adma Transformer, là aussi un projet, un open call très différent des autres. Et je vous invite, d'ailleurs, je profite pour faire un peu de publicité. Mon collègue Alain Dinis vous présentera ce soir à 18h un appel donc ce projet spécifiquement et l'open call qui est consacré. D'ailleurs, peut-être Lucie ou Emma, si vous pouviez mettre dans le chat pour les participants le lien peut-être vers, s'il est encore possible de s'inscrire, le lien vers le webinaire de ce soir. Donc, alors Adma, en l'occurrence, de quoi s'agit-il? En fait, c'est un projet qui fait suite à là aussi un précurseur qui s'appelait Adma. Lui s'adresse vraiment il vise à faciliter, à aider en tout cas dans l'accompagnement, dans la transformation numérique, digitalisation des PME manufacturières. Et donc, l'ambition de ce projet européen, c'est à travers un réseau, donc il y a 27 partenaires de toute l'Union européenne dans ce projet, c'est de mettre en fait en relation des PME, donc qui sont dans une démarche qui s'interrogent sur leur transformation numérique. Donc, on ne s'adresse pas à des PME innovantes. Ça, c'est un peu la caractéristique d'Adma Transformers. On s'adresse plutôt à des PME qui sont d'ailleurs un petit peu en dehors de notre écosystème, mais qui sont des PME voilà, dans la transformation dite manufacturière. Alors ça peut être dans l'agro-industrie, ça peut être dans l'industrie classique, je vais dire, mais dès qu'il y a une transformation de matière, une chaîne de fabrication, où vous avez et c'est un enjeu évidemment au niveau de l'Union européenne, comment on intègre ces technologies dites industrie du futur, industrie 4.0, on parle même aujourd'hui d'industrie 5.0, et on l'a vu au moment de la Covid, à quel point l'usage des robots, le fait de pouvoir à distance produire des biens en particulier et des produits, à quel point c'est un enjeu majeur aujourd'hui dans la transformation de l'économie européenne, notamment pour être compétitif vis-à-vis de nos concurrents internationaux. Et donc, l'ambition d'Adma Transformer, c'est de donner cette possibilité de décrypter là aussi ce qui sont derrière les enjeux de la transformation numérique. Et alors là aussi, on est sur une démarche de candidature, et avec deux phases. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir en fait là aussi, c'est que le projet en fait, il vise à proposer gratuitement en fait un accompagnement là aussi sous forme de mentoring de plusieurs heures. Donc par un système de voucher, c'est qu'il n'y a pas de financement dans la partie design. Il y a un petit financement malgré tout dans la partie dite revamp, mais il faut avoir fait la première étape. Et en l'occurrence, au sein de Systématique, ce sont les coordinateurs, alors, en dehors de l'équipe Europe, il y a également les coordinateurs des enjeux systématiques qui ont ce rôle de coach en quelque sorte et qui sont là pour aider les entreprises du domaine donc manufacturing, donc industrie du futur, à y voir plus clair dans le paysage quelquefois un peu complexe tant au niveau français qu'au niveau européen d'ailleurs, pour identifier des opportunités. Donc ce qu'on cherche à faire à travers nous, Systématique à travers Adma Transformers, c'est de vous donner des clés et de vous donner des passerelles vers des guichets aussi de financement au niveau régional, au niveau national, voire au niveau européen, pour vous accompagner et accompagner notamment les PME dites manufacturières dans cette transformation numérique qui peut prendre différents niveaux. Alors, il ne s'agit pas évidemment de faire juste un site internet, c'est un petit peu plus que ça. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de données disponibles, un minimum de digitalisation pour que notre accompagnement soit pertinent. Donc n'hésitez pas là aussi à regarder le site internet du projet, à candidater et puis malgré tout à nous interroger pour voir si vous souhaitez en savoir un peu plus.
Alors, je passe ensuite sur les services qu'on vous propose, auxquels j'ai déjà fait allusion pendant la présentation. Donc, en fait, ces services, ils se veulent spécifiquement orientés sur, d'abord, comme je disais, la veille et l'identification des appels à projets européens. Il y en a de nombreux. Ils sont dans beaucoup de domaines. Ils ne sont pas toujours faciles à identifier et on peut passer beaucoup de temps. Il y a d'ailleurs beaucoup de webinaires qui ont pour ambition de vous les présenter. Je pense notamment à travers les points de contact nationaux au niveau français, notamment au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous, ce qu'on fait dans le cadre de Systématique, c'est qu'on les identifie et on vous les présente dans le cadre de nos webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre de nos webinaires, mais on fait la sélection de ceux qui nous paraissent vraiment pertinents pour les domaines de Systématique, donc dans les domaines de la Deep Tech. Donc on fait la veille, on les identifie, on les met en ligne et on vous les présente dans le cadre de ces webinaires. Et évidemment, on est à votre disposition pour creuser plus spécifiquement et voir si voilà, s'il y a matière à ce que vous puissiez candidater. Donc analyser, communiquer, comme je l'indique, étudier aussi avec vous. On est à votre disposition quand vous êtes membre du pôle à vous orienter, voir, et on le fait notamment dans le cadre particulièrement des appels à projets ou des projets dans lesquels on est partenaire, faire la relecture de dossiers pour vous. Évidemment, on ne va pas rédiger l'appel à projet, mais on va le décrypter, vous donner des pistes. Alors, quand on est partenaire de ces projets, on a quelques conseils, quelques recommandations qu'on peut faire. Quand on ne l'est pas, on a un peu l'habitude de ces projets pour vous dire ce qu'on en comprend et éventuellement vous guider pour que ce soit le plus pertinent possible. Et je précise d'ailleurs qu'il est tout à fait possible pour les open calls et pour les appels à projets européens, comme on le fait pour les appels à projets régionaux et nationaux, à les expertiser. Donc n'hésitez pas à faire expertiser, même s'il n'y a pas de labellisation qui ait une valeur juridique au niveau européen. Malgré tout, c'est intéressant d'avoir un retour de nos experts. Alors, sachant dans l'équipe Europe, nous ne sommes pas des experts des deep tech, nous sommes des experts de l'Europe et de ses arcanes, entre guillemets. Quand il s'agit de domaines plus pointus et que vous voulez avoir un retour sur la pertinence de ce que vous présentez quand ce sont des domaines un peu plus techno, n'hésitez pas à le faire à travers les hubs et les enjeux, on peut vous aider à le faire. Donc on est vraiment dans une démarche bienveillante de soutien. Je précise également qu'on peut vous aider aussi à trouver des partenaires, puisqu'on a au sein depuis plusieurs années maintenant, on a noué des liens avec un certain nombre de clusters en Europe, qui sont des homologues de Systématique. Alors, ils ne sont pas forcément exactement comme Systématique, parce que le modèle des pôles de compétitivité n'existe pas vraiment ailleurs qu'en France, en Europe, mais il y a des clusters qui sont voilà, dans le domaine de l'IA ou dans le domaine des TIC, du numérique au sens large du terme, avec qui on travaille, et qui sont d'ailleurs souvent dans des projets européens avec nous. C'est typiquement le cas de Security, d'EU Alliance, dans des domaines très variés. Donc n'hésitez pas vraiment à nous solliciter si vous cherchez des partenaires, soit pour monter des projets, ou soit pour, dans une démarche, pourquoi pas, de trouver des débouchés, des clients à travers ces clusters. Et puis, voilà, et puis vous inciter à participer à ces projets. Donc régulièrement, au cours de l'année, on organise, dans le cadre de ces projets européens eux-mêmes, des webinaires d'information, voire des opérations de matchmaking ou des missions d'internationalisation, comme ça a été le cas pour EU Alliance. Donc suivez, c'est important de bien suivre l'actualité de Systématique pour voilà, ne pas passer à côté d'une opportunité de ce type. Alors, ce que je vais faire rapidement avant de donner la parole aux deux entreprises, aux deux PME qui ont accepté de témoigner, c'est vous parler d'appel à projet. Donc, j'ai fait tout à l'heure dans le cadre du webinaire
appel à projet de systématique. J'ai parlé d'appel à projet qui était dont les dates de limite étaient fin juillet, début août. Et là, je vous parle d'appel à projet, pour ne pas répéter la même chose, d'appel à projet qui sont là un peu plus dans les dates butoirs de réponse sont un peu plus lointaines, on va dire. Donc ceci en l'occurrence mi-août. Donc vous pouvez voir là aussi on est sur des domaines très très spécifiques. Hein. Donc celui-là il est donc c'est le deuxième open call d'un projet qui s'appelle Emile XR, donc avec une subvention intéressante puisque ça peut aller jusqu'à 500 kg € par projet. Donc on est là vraiment dans le domaine des médias, donc ça parlera peut-être un peu plus à ceux qui sont dans ce domaine-là. Donc narration créative et interaction par le biais de technologies médiatiques immersives, donc extended reality. Et donc en dehors du financement lui-même, vous avez des équipements et des services qui sont disponibles. Alors là aussi, hein, le principe de ces projets européens, donc de EMIL XR en l'occurrence, c'est que le réseau, et c'est aussi pour ça qu'ils ont été retenus par l'Union européenne, sont au service des projets qui candidatent dans le cadre de ces open calls. Donc là aussi, je vous invite, parce que malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais si vous êtes familier de ces domaines-là, allez regarder de plus près le projet. En général, ils ont tous un site internet et ils présentent tous leurs objectifs et en particulier la démarche pour candidater dans le cadre de leurs open calls spécifiques. L'appel à projet suivant, alors on parle encore de Covid. Même si la phase aiguë de l'épidémie a fortement baissé, il n'en reste pas moins que il y a encore des besoins de ce type-là, et donc c'est ce que ambitionne donc le projet Buy Covid. Alors lui, la subvention est un petit peu plus modeste, 60 kg €. On peut candidater sous forme de en tant que monopartenaire ou avec un autre partenaire. Et là, on est dans le domaine voilà, on parlait tout à l'heure de données, donc mise en place de centres de données, formation, sensibilisation sur les aspects informatiques de la génomique des pathogènes, développement d'API pour assurer la connectivité avec les centres de données, voilà. Donc analyse, étude des données, voilà, pour comprendre les besoins nationaux et régionaux autour de la Covid. Donc là aussi, je vous invite à aller consulter le site web de ce projet. Et c'est des projets qui sont courts, hein, on le voit, donc c'est des projets de 6 mois. Encore une fois, chaque appel à projet, chaque open call est vraiment spécifique en termes de durée, en termes de financement et en termes évidemment d'objectifs. Donc c'est important vraiment de la regarder dans le détail. Le suivant, donc Imagine B5G ou B5G, là aussi une subvention intéressante, quand même 200 kg € par projet. On est là sur le domaine donc des projets qui visent à tester la 5G sur des applications donc verticales. Alors on voit que les domaines sont assez variés, hein, ça concerne les médias, l'éducation, l'agriculture, l'e-santé, transport logistique, industrie. C'est particulièrement intéressant quand on veut en fait financer en quelque sorte des démonstrateurs. Alors ça peut se faire évidemment dans le cadre d'appels à projets régionaux et nationaux, mais évidemment l'Europe est très friande de ce type de démonstrateurs. Et je pense que c'est intéressant de regarder en particulier tous ces open calls, parce que en dehors du domaine lui-même, c'est la visibilité que vous pouvez avoir à l'Europe. Je pense en particulier, juste pour faire une référence, à une entreprise qui a candidaté à un open call dans un autre projet européen sur la robotique, et qui a pu utiliser le fait qu'elle a été sélectionnée, parce que ce sont des jurys européens qui vous sélectionnent, hein, et le fait d'avoir été retenu et d'avoir été financé, c'est aussi une référence. Et donc, c'est important d'utiliser cette carte-là, d'ailleurs vis-à-vis de vos financeurs régionaux nationaux, mais aussi vis-à-vis des financeurs européens. Donc, c'est au-delà de l'aspect je récupère une subvention et je développe un démonstrateur ou avec un autre partenaire français ou un partenaire européen, c'est l'aspect visibilité qui me paraît intéressante dans tous ces open calls. Et je crois que c'est le dernier en l'occurrence, oui c'est ça.
Et IBC, donc celui-là, il traite d'IA et de blockchain. Deadline 5 septembre, subvention 65 kg. Donc là, en l'occurrence, il faut être au moins 2 PME, donc un État membre ou un pays associé. Là aussi, je vous invite à regarder ce que ces critères d'éligibilité, notamment pour les pays qui ne sont, enfin les entreprises qui ne sont pas membres de l'Union, dans les pays membres de l'Union européenne. Avec, comme vous pouvez le voir, là aussi, l'idée, c'est toujours dans le cadre de la Twin Transition, c'est de faire cette fertilisation croisée, comme on dit, entre des fournisseurs de techno, là en l'occurrence IA et de blockchain, avec des entreprises dans des secteurs qui intègrent ces technologies. Donc avec quatre secteurs cibles en l'occurrence. Donc pour voilà aider ces entreprises à intégrer ces technologies dans une idée de durabilité, dans une idée d'optimisation de la mobilité et d'amélioration des produits donc, autour de l'IA de la blockchain. Donc on voit que les domaines vont être assez variés, hein, manufacturier encore une fois, mobilité, logistique, secteur énergétique, donc et IBC Eurocluster, donc ça c'est un open call dans ce qu'on appelle les Euroclusters qui rassemblent, enfin qui agrègent des clusters européens. Voilà, là aussi, regardez spécifiquement si ce sujet, si vous êtes dans ces domaines-là, le site du projet. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez qu'on en parle. Alors, je vais maintenant céder la parole, je pense que je suis à peu près dans les temps, à deux PME qui ont accepté de faire part de leur expérience. En l'occurrence, la première de ces entreprises, c'est Mithril Security. Donc, j'invite en l'occurrence donc Raphaël Millet, donc qui est le Chief Operating Officer, c'est ça, je ne me trompe pas, Raphaël, Tout à fait. de Mithril, pour nous faire part de son expérience. D'abord, vous laissez présenter votre entreprise, Raphaël, et puis nous parler de votre expérience au sein de Security. Super, merci beaucoup Thierry. Donc moi c'est Raphaël Millet, et j'ai créé en 2021 Mithril Security avec mes associés. Donc on est une petite start-up, une forte croissance, de la sécurité deep tech française. Et nous en fait notre positionnement c'est de créer des outils de cybersécurité pour la traçabilité et la confidentialité de l'IA. En fait, on fait une sorte de HTTPS de l'IA qui permet demain de déployer des workflows d'IA de manière à la fois confidentielle, un petit peu comme, si vous voulez, Signal. Ça permet de transformer n'importe quelle application, type ChatGPT, avec les problématiques que ça a niveau privacy et sécurité, en son équivalent en mode Zero Trust comme Signal. Donc, dans ce contexte-là, nous, on a vraiment deux offres principales qui sont, à la fois, on permet donc cette confidentialité, qui était un peu la première offre de Mithril, avec un produit vraiment de déploiement de modèles d'IA Zero Trust, qui est le sujet sur lequel on a fait l'open call. Et en parallèle de ça, depuis peu, avec l'arrivée de l'AI Act, on travaille énormément sur la traçabilité, sur la capacité à fournir des preuves d'entraînement d'un modèle pour demain, voilà, vers cette capacité cryptographique à démontrer qu'on a bien entraîné un modèle sur des données qui soient non privées, qui soient non biaisées, etc., etc. Et tout ça, on le fait, pour conclure, grâce à une technologie qui s'appelle le confidential computing, les enclaves, pour ceux qui en ont entendu parler. C'est ça qu'on utilise. On est des experts logiciels de cette technologie hardware. Donc, nous, du coup, on est un acteur très horizontal, très orienté techno. En fait, on est principalement une équipe d'ingénieurs. Moi, j'étais le seul personne dédiée au business jusqu'à septembre dernier, c'est vous dire. Et du coup, parfois, on a du mal à projeter notre solution sur des cas de la vie réelle. Et on est une société qui, évidemment, a pris beaucoup de temps à se lancer commercialement parce que nous, on est avant tout une boîte de développement technique. Et du coup, l'open call auquel on a répondu de Security a été une énorme opportunité pour nous. Parce que on a pu trouver un use case avec une boîte qui était pas trop grosse et qui du coup a pu se lancer avec nous et essayer notre solution. Donc Avian, notre partenaire, c'est qui? Avian, c'est une société danoise, ils ne sont pas très gros d'ailleurs, il y en a une dizaine aujourd'hui, qui développe une plateforme de e-discovery. Le e-discovery, en gros, c'est la collecte et l'analyse et le traitement surtout de preuves informatiques. Par exemple, vous êtes un service compliance ou une police étatique ou
ou un groupe d'avocats et vous devez travailler sur des preuves, des emails, des documents en PDF et cetera. Il fallait chercher à obtenir ces preuves sans les altérer. Et donc tout ça, ça se fait à travers un type d'outil particulier qu'on appelle les solutions de e-discovery. Au moment où on a rencontré Avian, ils avaient un projet qui est le Avian Cloud, qui était, simplement, ils avaient déjà, 2 ou 3 gros clients qui avaient déployé leur solution on-premise, ce qui, pour eux est compliqué à gérer, à la fois en termes de maintenance, en termes de requirements techniques du côté des clients, mais aussi et surtout en termes de capacité à innover. Aujourd'hui, les large language models, et tout ce qui est IA conversationnelle, c'est hyper intéressant pour ces acteurs qui doivent traiter des larges, des bases de données extrêmement larges dans lesquelles ils doivent fouiller. Et du coup, Avian a besoin de cette capacité à innover et à toujours intégrer des nouveaux modèles. Et ça, quand on a un prémisse, c'est compliqué. Donc, Avian a lancé ce projet de déploiement cloud avec son partenaire classique qui est Lovborn, qui est une boîte danoise avec qui ils travaillent, qui est en gros leur prestataire cloud. Et nous, du coup, on les a rencontrés avec cette promesse de base, ils ont un problème qui est, ils essayent de vendre à des grands comptes, plutôt gouvernementaux, par exemple, pour citer un de leurs leads, la police estonienne, qui sont forcément très risque-averses au niveau du cloud. Où vont aller mes données? Qui va y avoir accès? Comment est-ce que moi je me protège de ce fournisseur de logiciel qui s'appelle Avian, que je ne connais pas, qui est pas validé par mes services de sécurité? Et tout ça, ils peuvent le faire aujourd'hui grâce à Mitril, qui leur permet de dire: «Moi, Avian, je suis en dehors de la boucle. Je n'ai plus accès à vos données en clair». Donc voilà pour ce qu'on a offert, à Avian et ce qu'on a été faire ensemble avec du coup, ce financement de 98 000 €, qui est le maximum sur un projet security pour, construire ce projet en consortium. Là, on est en train de le finir. Le projet a atteint le TRL prévu et ils l'ont annoncé lors d'un salon qu'ils ont fait à Londres il y a 1 mois et demi et on va rendre le rapport final, dans le mois et le clore en août comme prévu. Donc ça aura duré 12 mois, de septembre 2022, à septembre 2023. On s'est rencontrés au printemps 2022 et on a été donc du coup, il y avait d'abord une phase de sélection par dossier. Après, on a été faire une séance de pitch, à Paris, à l'occasion de laquelle on a rencontré ces acteurs en physique. C'était très intéressant. Et ensuite, le projet a commencé. Pour vous donner un feedback sur notre participation au projet, nous, on est arrivé un peu tard, c'est-à-dire qu'on est arrivé, les matchs avaient déjà commencé à être faits. On n'est pas monté dans le train à bord et ça a failli nous empêcher de faire l'appel à projet. Donc positionnez-vous bientôt. Il y avait des séances notamment de matchmaking organisées par Systematic qui avaient l'air très intéressantes, qu'on n'a pas pu faire. Nous, du coup, on s'est quand même rattrapé grâce à un autre outil qui était que Security et en fait les autres partenaires européens qui organisent cet appel à projet avaient fait une espèce d'annuaire des partenaires. Et du coup, on a été, nous, prospecter sur l'annuaire en écrivant à tous les partenaires qui pouvaient avoir intérêt pour déployer leur solution en mode confidentiel, pour leur dire, voilà, donc je vais vous proposer, venez, on travaille ensemble. Nous, pour Metril, une boîte qui à l'époque avait à peine 12 mois, c'était vraiment une super opportunité d'avoir un premier contrat international. Surtout avec un type de boîte, une fois encore, c'est une PME, Avian, qui n'ont pas forcément le temps d'explorer des nouvelles technologies, assez innovantes et qui prennent du temps à développer. Et pourtant, c'était super intéressant pour eux et depuis, on est régulièrement, mis dans la boucle des appels d'offres qu'ils ont avec d'autres grands comptes, avec qui ils essayent d'expliquer ce que c'est que le confidential computing et d'essayer de pousser cette démarche qu'on a avec eux. Et à l'inverse, nous aussi, on les a amenés vers d'autres prospects. Donc on travaille pas mal ensemble. On a testé un autre appel à projet, d'ailleurs, beaucoup plus ambitieux cet été, un appel à projet européen, du fonds Horizon Europe, mais on n'a malheureusement pas été retenu. Mais voilà, il y a aussi cette idée de, une fois qu'on travaille ensemble, on peut continuer vers d'autres choses. Et moi, c'est surtout ça que j'ai retenu et que j'ai gagné avec cet appel à projet, c'est avoir un partenaire avec lequel derrière on peut travailler et continuer à bosser ensemble. Sachant qu'au début, c'était pas évident. C'est-à-dire que c'est des Danois qui sont pas dans un esprit, je sais pas, ils ont une manière de travailler qui est assez différente. Ils sont assez, ils ont une manière de communiquer qui est pas la même. Et le fait d'avoir ce cadre security nous a beaucoup aidé parce que du coup, on avait des jalons, on avait un objectif clair, on avait un engagement en commun, et ça nous a beaucoup aidé au début à planir un peu les difficultés et à, savoir très bien où on allait et qu'est-ce qu'on devait rendre. Et même aujourd'hui que nous, on est un peu sortis du projet parce qu'on a livré notre partie confidential computing et eux l'utilisent, c'est super intéressant d'avoir ces points mensuels qui permettent à nous de continuer à suivre l'évolution du projet, enfin, projet, et de la brique technique qu'on lui a fournie, alors que, ce qu'on aurait moins sur un contrat normal où on aurait juste fait un POC avec un acteur de ce type-là.
Donc voilà pour ce qu'on a fait avec eux. Si vous voulez en savoir plus, on a fait des articles de blog sur ce use case, qui nous a vraiment été précieux pour illustrer ce qu'on pouvait faire avec notre technologie. Et si vous voulez parler confidentialité, des données dans les modèles d'IA, ou traçabilité de l'entraînement, moi c'est Raphaël, vous avez mon mail et je suis très disponible sur LinkedIn. Merci beaucoup et je rends le micro. Merci beaucoup, Raphaël. Restez sur scène. Je vous invite à rester sur scène, Raphaël, comme ça on va pouvoir, j'invite Gontran, merci Gontran de nous rejoindre, pour parler effectivement d'une autre expérience qui est très différente, à la fois en termes de nature de projet et nature d'expérience elle-même, puisque c'est le cadre de Bio Alliance. Et donc je vais céder la parole donc à Gontran Rebout de H3 Dynamics, et pour nous parler donc de l'expérience que vous avez eue à travers donc le projet EU Alliance. La parole est à vous, Gontran. Merci. Oui, donc quelques mots pour présenter d'abord la société, donc H3 Dynamics. Parmi les activités que l'on a, nous sommes constructeurs de drones autonomes, c'est-à-dire tout simplement des drone box qui permettent de faire voler les drones à distance sans avoir de pilote sur place. Donc on est sur une activité qui est typiquement dual use. Au sens qu'on peut aussi bien adresser des marchés de sécurité et de défense que des marchés plus industriels, que ce soit par exemple des centrales électriques dans le domaine de l'énergie ou du transport pour faire de l'inspection industrielle et d'infrastructures critiques. Donc nous avons participé à deux missions, une première en Indonésie et une deuxième au Canada. Donc, je vais plus particulièrement parler de celle du Canada parce que j'y ai participé personnellement. Donc, dans un premier temps, donc le déroulé en fait à la fois la candidature, donc qui est effectivement assez courte et qui permet simplement de réfléchir sur l'intérêt de participer à cette mission. La première chose, donc avoir une réflexion à la fois sur l'adéquation de notre solution avec notre connaissance du marché. Au départ, évidemment, on ne connaît pas forcément très bien le marché, c'est l'objectif de cette mission. Et donc, il y a, une fois qu'on a été sélectionné, une réflexion, une préparation en amont de cette mission, qui va permettre également de cibler les contacts que l'on cherche à obtenir. Donc, il y a une mise en relation, en tout cas une aide, qui est mise en place pour identifier des partenaires ou des clients pour nous aider finalement à préparer le go-to-market dans le pays en question. Donc, en ce qui nous concerne, donc après cette préparation de mission, donc la mission a duré une semaine. Elle a permis d'avoir une dizaine de rendez-vous, de participer à un salon plus spécialisé sécurité et défense, et donc ensuite d'avoir du networking, du réseautage, avec je dirais des contacts plutôt pertinents. Donc une dizaine, mais en même temps aussi d'avoir une bonne appréhension en étant sur le terrain, de savoir finalement si le pays est un marché pour nous et s'il y a réellement des opportunités et si ça vaut le coup finalement de s'y investir. Donc en l'occurrence pour nous c'est le cas. Bon, on a quelques contacts, c'est pas, il y a un gros effort par la suite, je dirais, de suivi. Mais en tout cas, ce que je conseillerais aussi, c'est de bien réfléchir sur le choix des pays auxquels on souhaite s'adresser. Donc, il y a différentes possibilités. Donc, nous, on avait choisi à la fois l'Indonésie parce qu'on a une entreprise, un siège qui se situe à Singapour, donc l'Indonésie est à côté, et le Canada aussi pour la proximité, je dirais, culturelle, notamment pour la partie française, donc Québec, entre autres, et un intérêt donc pour des deux côtés, de part et d'autre, à la fois du Québec et pour une collaboration entre la France et le Québec.
Donc finalement, ce qui est important, c'est aussi à la fois de préparer, de faire le suivi, mais aussi de finalement sélectionner les pays pour lesquels il y a un sens pour nous d'y participer. Voilà, si vous avez des questions, je suis joignable aussi sur LinkedIn et je réponds volontiers à mes emails. Merci beaucoup, Gontran. Oui, j'ai mis vos coordonnées là, donc sur la planche. Voilà, si effectivement, comme pour Raphaël, qui on est d'accord pour vous contacter s'il y a des questions plus spécifiques. Alors, il nous reste quelques minutes et merci d'avoir été concis dans vos présentations pour répondre à d'éventuelles questions de l'auditoire. Donc, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez le faire de préférence sur l'onglet questions. C'est plus facile pour pouvoir y répondre soit à la volée, soit directement dans le chat. Et si on n'a pas le temps de le faire maintenant, de le faire par la suite. Peut-être avant pour faire venir entre guillemets les questions des participants, moi j'avais une question pour vous deux, Raphaël et Gontran, parce qu'on voit très bien que ce sont quand même deux démarches très différentes, puisque les projets visent ont des contextes et des objectifs très différents. Dans un cas, c'est pour Security, finalement, c'est tester une solution dans un domaine technologique bien spécifique, et dans le cas de EU Alliance, on est dans une démarche plutôt, on va dire, de commerciale, de validation de marché. Dans le cas de Security, Raphaël, vous faisiez référence notamment au fait que, si j'ai bien compris, vous n'aviez pas de partenaire danois au départ, et vous l'avez trouvé à travers le projet. Est-ce que finalement le Security, ça a été le projet qui est tombé au bon moment et il répondait à un besoin à un moment donné où vous vouliez vous développer, trouver des partenaires? En termes de timing, est-ce qu'il y avait vous aviez déjà quelque part une stratégie, si on peut l'appeler comme ça, qui fait que Security est arrivé au moment et a répondu à un besoin de votre part? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un projet que dans 1 an ou 2, on n'aurait pas fait parce que, on n'était pas sûr que ça donne lieu à un contrat récurrent plus tard et cetera. Mais à ce moment-là, avec le niveau de maturité commerciale qu'on avait, on n'avait aucun contrat récurrent. On avait peut-être fait 1 ou 2 POC depuis la création de la boîte. C'était une super victoire pour nous et oui, complètement. C'est complètement le bon moment et je pense que, d'ailleurs, nous, on avait considéré un moment faire cette, expédition au Canada aussi. On l'a pas faite parce que juste, on n'est pas prêt aujourd'hui. On n'a pas un go to market et un moteur de vente assez clair. Et je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment chaque projet doit être considéré, pas tellement selon l'argent qu'il apporte, c'est pas forcément des budgets qui sont délirants par rapport au temps qu'on peut y passer, mais surtout par rapport à la capacité derrière, à ce que ça apporte du business et que ce soit cohérent, qu'à un moment entreprise et une stratégie globale. Tout à fait. Merci Raphaël. Gontran, vous mentionniez que dans le cadre de votre stratégie d'entreprise, finalement, les deux missions qui étaient proposées, donc celle en Indonésie et au Canada, là encore une fois, peut-être en termes de timing, correspondaient. Votre expérience directement de ces deux missions, parce qu'elles sont dans des pays très différents, avec des cultures très différentes. Alors, je sais que vous n'étiez pas en Indonésie, vous étiez au Canada. Mais au final, même si c'est encore un petit peu à chaud, quel bilan vous tirez de cette participation? En d'autres termes, est-ce que vous auriez fait ces missions si EU Alliance n'avait pas existé? Est-ce que ça aurait été plus cher pour vous si vous l'aviez fait avec deux acteurs? Voilà, quel retour d'expérience, mais je sais que c'est pas toujours évident de le faire, vous en tirez à quelques jours ou quelques semaines dans le cas de l'Indonésie? Alors, oui, alors moi je vais plutôt parler de l'expérience Canada parce que j'y étais plus impliqué personnellement. Moi, ce que j'en retire, c'est que, en termes de financière, sur le Canada, nous, on n'a pas été financé, donc il n'y a pas d'incitation financière. En revanche, l'avantage, c'est qu'on gagne du temps. Donc, il y a une préparation qui nous est proposée. Y aller tout seul, c'est pas forcément évident. D'aller. Déjà, on a eu un accès à un salon que normalement, dans lequel on n'a pas forcément accès. Ça permet de concentrer, je dirais, dans un calendrier d'une semaine, un certain nombre de rendez-vous. Donc, préparer ça tout seul, moi, je ne l'aurais pas forcément fait.
parce qu'après, il y a aussi d'autres opportunités. Donc là, c'était assez bien structuré et ramassé dans le temps. C'est vraiment pour explorer, en fait. C'est le premier contact pour nous, en ce qui nous concerne, avec le Canada. Même si on a eu un projet de façon indirecte 2 ans avant au Canada. Donc là, c'est vraiment pour nous de commencer à rentrer dans ce pays et essayer de concrétiser le plus rapidement possible un contrat qui permettrait, en fait, dans ce cas-là, d'avoir une première empreinte dans ce pays. Ça passe pas forcément par des ventes directes, ça peut être aussi par de la distribution indirecte, donc avec des channel partners. Donc c'est notre façon aussi de travailler par rapport à la taille de notre entreprise. Aussi bien donc convaincre, donc en ayant des end users, c'est convaincre aussi des partenaires. Donc commencer à construire un écosystème autour de notre solution. Et voilà, pour l'instant, en tout cas, on a au moins un cas concret au Canada où on est dans cette démarche. Merci Gontran, très clair, effectivement. Donc on voit bien effectivement que dans un cas comme dans l'autre, pour Mitri Sécurité comme pour H3 Dynamics, voilà, il y a un objectif précis et bon, auquel on a répondu en tout cas en partie, et c'est ça l'idée. Donc c'est au-delà. Alors des fois il y a une subvention, des fois il n'y en a pas. En l'occurrence, vous disiez Gontran sur Alliance, même s'il était très modeste, mais effectivement c'est l'aspect contribution en tout cas au développement de l'entreprise. C'est ça que on peut faire. Alors, ça peut être fait dans des projets régionaux, nationaux. Le cadre de projet européen, je pense, donne quand même une dimension autre. Et donc, je suis ravi d'entendre que ça ait pu apporter voilà, une brique au développement de vos entreprises respectives. Alors, je crois qu'on est à la fin. Je ne vois pas de questions a priori dans le chat, mais ce n'est pas gênant dans la mesure où vous pouvez le faire par la suite. Donc là, je vous mets sur la planche le mail donc générique de l'équipe Europe. Donc, n'hésitez pas, dans la foulée de ce webinaire, soit de vous adresser directement, puisqu'ils vous ont gentiment proposé Raphaël et Gontran pour en savoir un peu plus sur leur démarche. Et puis évidemment, de vous adresser à l'équipe Europe de Systématique. On se fera un plaisir de répondre à vos demandes. Et j'en profite pour vous attirer votre attention sur ce que mes collègues ont mis dans le chat, et en particulier, alors il y a des liens vers les autres webinaires que je mentionnais, donc ADMA ce soir, et également celui de demain à 10h, qui est avec des partenaires de cabinets de conseil spécialisés en projets européens qu'on a invités, donc 3 cabinets membres du club des prestataires qui présenteront leur offre. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore fait, à vous inscrire et à suivre ce webinaire. Et puis, il y a également un spécifiquement sur la photonique. Donc ça sera en l'occurrence le 6 juillet à 9h, pour ceux qui souhaitent savoir un peu plus sur cette technologie-là et comment elle peut s'intégrer dans leur process industriel. Donc vous avez encore 3 autres webinaires entre ce soir et le 6 juillet, si vous voulez en savoir plus sur ces projets européens. Et si vous en avez la possibilité de répondre à un petit questionnaire que Lucie, donc notre alternante, a mis en place sur un outil de la Commission européenne, EU Survey, donc un très court questionnaire qui nous serait très précieux si vous pouviez y répondre pour connaître un peu mieux vos besoins et pouvoir mieux cibler notre offre de service, l'adapter à vos exigences. Voilà, je pense qu'on a, si je n'ai rien oublié, Manuel, n'hésite pas à compléter si j'ai oublié quelque chose. Tu as tout dit, tout est clair. Très bien. Et écoutez, en tout cas, merci d'avoir suivi ce webinaire. Bon appétit pour ceux qui sont sur le point de déjeuner. Et puis, j'espère qu'on vous retrouvera dans les webinaires à venir. Et puis, merci à nouveau à Raphaël et à Gontran pour leur témoignage, et puis Emmanuel et Lucie pour leur appui technique et la mise en place de ce webinaire. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir.